Une rencontre avec le réalisateur et comédien Roch Dizem à l'occasion de la sortie prochaine de son 6e long métrage intitulé Les Miens, un film qui traite des relations familiales empreintes de douceur et d'humanité. On a beaucoup aimé ce film et on vous en parle dans un instant. Nous sommes également avec Chiara depuis Florence en Italie. Bonjour Chiara. Buongiorno. Et Laetitia au Sable d'Olonne. Bonjour. Bonjour. Chiara, tu nous emmènes également au cinéma ce mois-ci dans une jolie salle appelée Il Portico. Un cinéma situé à Florence qui date des années 50 et qui est l'un des plus recommandés de la ville. La salle en question fait partie d'un réseau qui s'appelle Europa Cinema. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le prononcez comme ça en oui, français. Alors nous, c'est beaucoup moins chantant, tu sais, c'est Europa Cinema. Voilà. On prépare. Vas-y, redis-le. T'as raison. Europa Cinemas, en italien. C'est tout de suite mieux. Hein. C'est tout de suite plus sympa. Avec des accents qui ne sont pas toujours à la fin. Bon, en fait, c'est un réseau en fait, européen qui a été en fait, à l'origine soutenu, je pense toujours, par la Commission européenne et par le Centre national du cinéma et de l'image animée français. Et en fait, il a été créé déjà dans les années 90 et c'était un petit groupe d'exploitants au début, d'exploitants des salles de cinéma qui ont voulu se regrouper pour soutenir le cinéma européen. Et aujourd'hui, c'est un réseau géant parce que en 30 ans, depuis sa création, en fait, maintenant, il a réussi à fédérer plus de 1200 salles, je crois, dans 40 pays. Ouais, c'est parce pas que rien. non, c'est pas rien. Ouais. Et d'ailleurs, pour les Parisiens qui nous écoutent, le cinéma des cinéastes à Paris fait partie de ces réseaux. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme depuis des années, je fréquente les salles qui font partie de ces réseaux, je trouve que c'est les seules salles, ou parmi les peu de salles, qui offrent des petits bijoux qu'on ne voit pas tellement facilement dans d'autres salles. Et c'est souvent pas doublé, donc c'est en langue originale, donc c'est pas forcément facile d'accès, mais ça raconte des histoires de notre continent. C'est plein de petites histoires des peuples qui font partie de l'Europe. Moi, je sais pas, j'y mets peut-être un peu plus d'émotion aussi parce que je suis fille d'Erasmus. Je suis cette génération qui, grâce à Erasmus, a pu voyager, s'ouvrir, découvrir d'autres choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là avec vous, parce que si j'étais pas partie en Erasmus, je serais pas arrivée en France, je serais pas restée, et blablabla. Donc j'y mets beaucoup plus d'émotion parce que je trouve que c'est très important de partager les petites histoires de chaque pays qui gardent leur personnalité, leur identité, exactement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est un réseau très intéressant et puis je trouve que les salles qui font partie sont toujours un peu particulières. C'est des salles qui ont gardé aussi leur identité. Vous voyez le cinéma des cinéastes à Paris, c'est un petit bijou d'art déco. Bon, donc c'est aussi les lieux qui sont très sympathiques et qui ont voulu garder leur âme. Et aussi, c'est des lieux où on pousse la diversité. Parce que, par exemple, dans ces réseaux, finalement, en tant que salle, si vous projetez les films européens, vous avez des financements. Mais si, en plus, vous diversifiez le nombre de pays que vous représentez dans le film que vous offrez, vous avez encore plus de financement. Donc, ça pousse vraiment à quelque chose d'intéressant. Et Chiara, tu voulais nous raconter une anecdote entre ce cinéma, Il Portico, et Sophia Loren. En fait, on dit que c'était Sophia Loren qui était allée dans ce cinéma dans les années 50 et en fait, elle avait des boucles d'oreilles en forme d'hexagone et comme le maître des lieux était tellement sous le charme de Sophia Loren, il a décidé de refaire son cinéma avec un plafond qui pouvait lui rappeler tous les jours ces magnifiques boucles d'oreilles et aussi sa rencontre avec Sophia Loren. Donc voilà, il est resté beau, brillant comme des boucles d'oreilles sur Sophia. C'est vrai ou c'est complètement des conneries Mais c'est à ton avis. Tiens, c'est à toi qu'on fait le blind test. Vrai ou connerie? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Heureusement qu'elle n'avait pas des boucles d'oreilles en forme de grille-pain, tu vois.
De toute façon, la réalité n'existe pas, n'est-ce pas? C'est ce que nous, on veut voir et entendre. Oui, c'est pas faux. Et de Florence, on part au Sable d'Olonne à présent. Avec toi, Laetitia, tu es allée rencontrer Roche Dizem pour parler avec lui de son film Les Miens qui sortira à la fin du mois. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi? 3. pour ce qui est de la tristesse, 6. Bonjour Roche Dizem. Bonjour. On est ravis de vous accueillir au Sable d'Olonne pour parler de votre 6e long métrage qui s'appelle 6e. Les Miens. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous raconter de quoi traite ce film? Ah, ça, c'est la question la plus. À laquelle il est le plus difficile de répondre. C'est-à-dire que si je dois le résumer, c'est que ça parle surtout de la famille. Mais la famille dans son ensemble, dans sa globalité. C'est-à-dire, on part sur une famille qui s'aime. Suite à un accident, il y a un déséquilibre à laquelle la famille va être confrontée. Et c'est un prétexte à parler un peu de tout ça. Des rapports entre familles, à travers les générations, à travers les rôles de tout un chacun qui sont prescrits au sein de cette famille. Donc ça parle d'amour, mais aussi de conflits, de colère, de tristesse, de combat, de tendresse. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Et pourquoi avoir eu l'idée de ce film et l'envie de mettre en image cette histoire? Tout est parti, si vous voulez, pour resituer un peu le contexte dans lequel j'ai écrit ce film. J'étais, comme vous tous, confiné et donc confronté à moi-même, et donc à une réflexion. Et ça m'a permis d'avoir le temps de penser, de me projeter et de réaliser que finalement les sujets qu'on cherche souvent, on va dans l'extraordinaire ou dans l'inédit ou dans l'original, et en fait de réaliser que simplement les sujets ils sont là, ils sont à côté de soi. Et tout est parti de cet accident qui est arrivé à mon jeune frère, qui a eu un traumatisme crânien, qui lui a fait perdre momentanément, ça a duré quand même 2 ans, sa personnalité. Oui. Ça l'a transformé en personnalité agressive, désinhibée. Et voilà, et donc cet accident m'a donné envie de raconter l'impact de cet accident. Et en fait, ça m'a permis aussi de réaliser que ma famille était peut-être digne d'être racontée. Et donc c'est une façon aussi pour moi de raconter ces 50, 60 ans d'union et des décennies qu'on a traversées ensemble. Mais finalement, effectivement, ça se passe dans la famille, mais on y parle des habitudes, des non-dits, des choses qui sont ancrées, et puis d'un bouleversement qui change un petit peu beaucoup la donne. Mais c'est assez universel comme thématique. La famille, c'est universel. Et effectivement, les choses dont je parle, j'espère, je le souhaite, que chaque famille va pouvoir se retrouver, se refléter à travers ce récit. Effectivement, les rapports qu'on retrouve dans le film sont des rapports dont tout le monde a été confronté. La famille, c'est un abri qui est là pour nous protéger. C'est là où on a été élevé, c'est là où on s'est construit. Mais c'est aussi de là dont il faut aussi s'extirper pour ne pas rester circonscrit autour de ce clan. C'est important après de pouvoir ouvrir ce champ des possibles et découvrir un ailleurs. Donc, en règle générale, la famille, c'est un endroit qui nous protège, mais ça peut être aussi un endroit qui vous écrase. Qui enferme également. Donc, voilà, chacun a un rapport différent à la famille, mais je crois que dans ce film, chacun y trouvera des moments, des éléments qui lui sont propres et qui lui ressemblent. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des membres de cette famille, des acteurs que vous avez choisis pour les incarner, et de comment vous avez opéré ces choix et comment tout ça s'est passé? Il y a eu une évidence, évidemment, pour le rôle principal, c'était de prendre Samy Bojila, parce que avec Samy, c'est un rapport, une relation qui existe depuis presque 30 ans maintenant. On a des chemins parallèles, on a commencé ce métier plus ou moins ensemble. J'ai une admiration sans faille pour l'homme et pour son travail. Donc, dès le début de l'écriture, dès le début du processus avec Maïwenn, on a tout de suite pensé à Samy pour ce rôle. Le reste du casting, il est venu après dans une réflexion autour de Samy et moi. Et voilà, ce qui m'a paru évident, c'était d'essayer de constituer une famille qui ressemble à la mienne, donc de trouver une famille avec laquelle je puisse avoir un rapport d'amour, de relations suffisamment intenses et suffisamment fortes, afin de ne pas trop fabriquer sur le tournage. Et donc, j'ai été choisir beaucoup autour de gens que je connaissais, qui me sont chers,
dont Rachid Bouchareb, Oui. avec lequel j'ai fait plusieurs films, dont Indigène avec Sami Bouajila. Vous voyez, tout ça se regroupe. Parmi les enfants, j'ai pris ma fille, qui n'est pas actrice, mais qui a fait là ses débuts, et peut-être qu'elle aura envie de continuer, je ne sais pas. Ma nièce, qui, elle, en revanche, est une actrice, Anaïd Rosam, que j'ai vu grandir et dont j'ai vu, depuis son plus jeune âge, ses velléités et ce talent qui lui est propre. Voilà. Myriam Serba, qui joue ma sœur, qui avait déjà joué ma sœur dans un film précédent, dans... comment s'appelait ce film ? Le Prix du succès, de Teddy Lucie Modeste. Et c'est une actrice intense, une tragédienne que j'aime profondément, et qui plus est, ressemble étrangement à ma sœur. Donc voilà, j'ai essayé de constituer cette famille d'interprètes pour représenter mes modèles. Et comme on dit, la sauce a pris, quoi. Ouais. La famille s'est opérée naturellement autour de moi, et j'ai vu des gens qui se sont entendus très vite, qui ont eu des complicités, qui ont à ce jour toujours cette complicité. Et donc il y avait quelque chose qui naissait devant moi et que j'ai essayé d'imprimer dans ma caméra. C'était à la fois émouvant, agréable et assez surprenant de découvrir ça. Et vous interprétez dans le film le rôle de Riyad, qui incarne la réussite de la famille. C'est un présentateur célèbre de télévision. Il est empreint, en tout cas, il paraît empreint d'un égoïsme sans limite, d'une empathie proche du néant. Pourquoi avoir choisi, vous, ce personnage-là ? Pourquoi vous avez voulu incarner ? Parce que c'est comment dirais-je, c'est une mise en abîme de ma propre personnalité à travers le statut qui était le mien au sein de ma famille. Donc effectivement la notoriété et puis cet égoïsme qui fait qu'on se consacre essentiellement à son travail. J'ai eu cette période-là où mon travail, mes tournages passaient avant ma famille. Donc c'est à travers ce prisme-là de mon attitude que j'ai voulu évoquer ce personnage. Donc il n'était pas question pour moi de m'épargner, de constituer un personnage magnanime, voilà, héroïque. Voilà, j'ai voulu aussi montrer ce qui fait de moi un homme vulnérable. Et en fait, on y prend beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a une démarche thérapeutique ? Évidemment. S'écrire un rôle comme ça, c'est très cathartique et qui plus est, ma famille, quand ils ont découvert le film, on dit tu t'es pas loupé, c'est très proche de la vérité. Donc voilà, mais c'est presque un soulagement de s'écrire un personnage comme celui-là. Et vous m'avez ôté la question, justement, votre famille a réagi comment en voyant le film ? Très bien, étrangement. Je m'attendais à ce qu'il soit davantage déstabilisé, mais il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est-à-dire que le fait même qu'on écrive un film avec des personnages inspirés de vous, ouais, quelque part, vous le recevez comme quelque chose de très flatteur. Il y a quelque chose de l'ordre du privilège d'être, de voir Sami Bouajila qui vous interprète. C'est assez jouissif. Donc il y a cet aspect-là qui était très important dans la façon dont ils ont reçu le film. Et puis c'est un hommage que je leur fais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Donc c'est ma façon à moi de leur dire à quel point je les aime et à quel point j'ai besoin d'eux. On a différentes façons, comme tu as chacun, de s'exprimer. Moi, c'est à travers mes films. Bien sûr. Parfois, c'est des poèmes. Parfois, c'est des mots, tout simplement. Parfois, c'est un regard. J'ai la chance de pouvoir raconter ça avec une caméra. Et Sami Bouajila, moi, il m'a impressionné dans le film. Souvent, le jeu d'acteur, en tout cas, c'est l'image peut-être d'Épinal que j'en ai, on se dit que l'acteur, il donne beaucoup de sa personne et d'émotions. Et là, à l'inverse, lui, le rôle qu'il a, c'est d'être empreint de zéro expression et que les choses fusent un petit peu sans émotion, avec une froideur. Est-ce que c'était difficile pour lui de justement ne rien laisser transparaître, même dans les expressions du visage ? C'était important en tout cas, oui. Parce que quand vous subissez le traumatisme crânien qui a été celui qu'a subi mon frère, vous perdez toute notion d'émotion. C'est ce que raconte le film. Hein. Il ne ressent plus la tristesse, il ne ressent plus la joie, il ne ressent plus la peur, il ne ressent plus... il n'a plus d'émotion.
Et donc, qu'est-ce qui se passe d'abord visuellement sur un visage et au niveau de votre attitude. Et le travail de Samy a été évidemment essentiellement concentré là-dessus. C'est un grand acteur. Vous savez, moi, il y a 10 ans de ça, je l'avais déjà engagé sur Omar Mathieu. Mhm. C'est un acteur sur lequel on peut se reposer complètement parce que, évidemment, le personnage d'Omar Haddad, il en est très éloigné, mais la façon dont il l'a constitué, il prend des initiatives. Un exemple, Omar Haddad est originaire d'une région d'Agadir au sud du Maroc. Samy est parti de sa propre initiative plusieurs jours dans cette région afin de s'inspirer même de la langue telle qu'elle était parlée, parce qu'il disait c'est pas un Marocain comme celui qu'on peut entendre en ville à Casablanca ou à Marrakech, c'est un autre Marocain. Donc de sa propre initiative, il se nourrit de ça et donc du coup il est habité. Il est imprégné. Complètement. Et c'est un peu la même démarche qu'il a fait avec ce rôle. Et quand je dis que c'est un acteur sur lequel on peut se reposer, c'est qu'après, nous, comme metteurs en scène, on agit par petites touches. Et j'ai parlé avec d'autres metteurs en scène qui l'ont dirigé auparavant, c'est pareil. Donc, c'est des indications qu'on donne. C'est même parfois, c'est tellement... Il flirte tellement avec la perfection que on en fait une différente au cas où, pour avoir de la matière, mais il a une telle rigueur dans sa façon de travailler que vous me direz c'est le b.a.-ba pour un acteur, mais on est loin de ce cas de figure en général. Et donc, du coup, il apporte ce qu'on attend d'un acteur, à savoir, il élève la proposition initiale, il la tire vers le haut. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me bouleverse de constater ça, qu'un acteur puisse à ce point s'emparer d'un personnage et l'emmener encore plus loin que la façon dont vous l'avez accouché de façon littéraire. Lui, il le fait vivre de façon organique. Et donc, on rentre dans une autre dimension. Je reviens sur l'écriture. Vous avez fait le choix de coécrire avec Mai Wen, une histoire qui, au départ, est donc très personnelle. Pourquoi ce choix ? Pourquoi le choix de Mai Wen ? Pourquoi le choix de coécrire et avec elle particulièrement ? Parce que d'abord, la raison la plus simple, c'est que je n'aime pas écrire seul. Je ne l'ai jamais fait, je n'aime pas le faire. C'est vraiment un moment très ingrat, le moment où on est seul devant j'allais dire la feuille blanche, non, devant l'écran. Mais très rapidement, pour moi, à chaque fois, quand je pense écriture, je pense qu'au scénariste. Et là, je voulais sortir du binôme que je pouvais composer parfois avec un scénariste qui était, par rapport à moi, beaucoup plus intellectuel. Mm-hmm. Là, j'avais envie de quelqu'un de plus... quelqu'un de Mai Wen, d'ailleurs, qui a une écriture plus charnelle. Voilà, c'est ça qu'elle apporte de façon tout à fait naturelle. Quelqu'un qui est vraiment... qui rentre tout de suite dans le cœur des personnages. Et quand je dis le cœur, c'est pas au sens figuré, c'est le cœur de façon... voilà, là, encore une fois, c'est de façon très organique. Elle rentre dans la chair des personnages. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite parce que la vraie difficulté pour moi, c'était de prendre la décision de raconter cette histoire. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, les choses se sont déroulées de façon assez fluide, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne la main et quelqu'un qui ait la distance nécessaire pour que je puisse raconter des choses assez personnelles, voire même très intimes, pour pas dire même secrètes parfois. Mais voilà, elle a cette distance, donc avec elle, je peux y aller, et surtout, je peux aller un peu plus loin que une forme de censure que je me serais peut-être imposée si j'avais été seul. Et du coup, naturellement, elle a interprété votre compagne dans le film ? Ça s'est imposé ? Ça s'est pas imposé. Je crois qu'elle en avait très envie. Je crois qu'elle y a toujours pensé. Et c'est quelque chose qui m'avait échappé. Et c'est au moment où on a commencé à chercher l'actrice. J'avais proposé des noms. Puis mon producteur m'a dit, mais t'es au courant quand même que Mai Wen Encore une fois, c'est toujours pareil. On cherche ailleurs ce qu'on a à côté de soi. Et donc, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, elle m'a avoué qu'elle n'attendait que ça. Donc j'ai dit, mais viens, évidemment. Et puis surtout, c'était un peu idiot de ma part de ne pas y avoir pensé avant, parce qu'il y a des scènes qui sont complètement, dont elle est totalement la créatrice de ces scènes par une forme d'improvisation, mais tellement nourrie de ces semaines d'écriture qu'on a passées ensemble. Donc ça facilite aussi l'échange.
elle sait exactement où on a besoin d'aller, où il faut aller, et elle connaît cette frontière. On a un espace de liberté qui est très important, mais cette frontière toujours dans l'improvisation qui est importante. Voilà, il faut jamais qu'il y ait une forme de connivence entre acteurs. C'est vraiment les personnages qui doivent s'exprimer, et surtout d'avoir une réelle écoute, et nourri de tout ce qu'on a pu faire auparavant, tout ce qui précède, tout ce qui est post-écriture, d'aller voir ma famille, de discuter avec eux, d'obtenir des informations, des récits. Elle avait toutes ces informations-là. Donc, quand on part dans une improvisation, elle est dans la vérité, elle n'invente pas quelque chose où je pourrais me poser la question de me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là ? On est tout de suite dans le concret. Et vous m'ôtez la question de l'improvisation parce que j'ai lu que sur certaines scènes, effectivement, vous aviez laissé beaucoup de place à l'impro, également pour des contraintes techniques, de temps. Mais ma question, c'était est-ce qu'en tout état de cause, vous aviez envie de laisser cette place-là et qu'est-ce que ça vous apporte de laisser de la place justement à cette liberté d'expression des acteurs après avoir travaillé comme vous le décrivez ? Mais ce que je cherchais dans certaines séquences, notamment dans la séquence d'ouverture et la séquence de fin d'ailleurs aussi, qui sont des moments de vie ordinaire, une famille qui se réunit autour d'un déjeuner. J'avais pas envie d'écrire ça. Simplement, c'était un déjeuner et j'avais demandé aux acteurs chaque acteur avait une fiche qui racontait son parcours. Donc, je leur avais demandé évidemment de la lire, de s'en inspirer. Et à partir de là, pour moi, ma charge était de voler des moments de vérité. Et donc, comme j'avais tout le temps 2 caméras, il n'y avait pas de off, comme là. Voilà. Ouais. Tout le monde était toujours dans le champ. Ça permettait de ne pas se cacher. Et donc, du coup, d'être toujours, entre guillemets, vivant. Donc, ça permettait, si vous voulez, vous savez, ces moments-là où comme celui qu'on a vécu avant que ça tourne, il y a des moments comme ça où on est là, on discute un peu de tout, de rien. Très jolies chaussures, ouais, sympa. Et dis donc, c'est quoi votre monture de lunettes ? Bon, on discute comme ça. Ben, c'est ces moments-là qui m'intéressent. Ouais. Et ces moments-là, il faut les voler. Donc, c'est des caméras qui tournent tout le temps. Et là, sauf qu'on était 2, mais quand c'est 15 personnages, ça donne une espèce de brouhaha avec un échange, des informations, des émotions, un partage. Il y a un vrai partage que je ne peux pas écrire. Si je leur dis « j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux le refaire ?» Il se met à jouer, forcément. Là, ça ne joue pas. Et c'est ça que j'ai cherché, c'est ça qu'ils m'ont donné, parce qu'en même temps, ils ont cette faculté-là aussi à oublier ce qui se passe autour d'eux. Les techniciens aussi ont cette discrétion nécessaire pour ne pas s'imposer et je dirais saboter un moment. Donc c'est assez amusant à faire, parce que vraiment c'est un échange de regards avec le cadreur pour lui dire tourne. Et surtout, comme je suis devant la caméra, je ne peux pas non plus le diriger. À lui de prendre des initiatives, et donc on devient tous metteurs en scène. C'est vraiment une mise en scène collective, pour le coup. En tout cas, ce qui est super pour le spectateur, je vous le dis en aparté, c'est qu'on est avec eux, on est dans la pièce, et c'est formidable. C'était le but. On se demande toujours si on va y parvenir, mais c'était mon intention, en tout cas. C'est réussi. Vous êtes impliqué beaucoup dans la post-prod au travers de ce que vous dites. Ça a dû être un cauchemar. Vous devez avoir plein d'images. Comment on fait le choix ? Là, j'avoue que ça nécessite de l'expérience. Pourquoi ? Parce que se pose la question des scènes qu'on va garder et de celles qu'on va pas jeter, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec le cinéma, c'est que les scènes qui ne sont pas à l'écran ne sont pas mortes pour autant, elles pourront sortir un jour, on ne sait jamais. Mais en tout cas, l'expérience m'a permis de faire des choix cornéliens. Et ce qui est important quand on monte un film, moi j'ai un film qui est d'une durée d'à peu près 4 heures, la base, la matière. Et la promesse que j'avais faite à mon producteur, c'est d'en faire un film d'1 heure et demie. Donc j'ai 2 heures et demie que je dois retirer. Mettre de côté. Mais en réalité, la narration et sa structure devient assez évidente assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire le distinguo entre une scène qui vous plaît et une scène qui
qui raconte le film et qui l'étoffe, qui l'enrichit. Et donc, en réalité, le montage, finalement, assez vite, prend une forme tout à fait naturelle sans que vous ayez réellement des discussions autour d'une scène sur le fait qu'il faudrait la garder ou pas la garder. Il y a un moment, ça saute aux yeux. Et ça ne veut pas dire que la scène que vous ne gardez pas est mauvaise, même bien au contraire parfois. Mais qu'est-ce qu'elle apporte ? Est-ce qu'on se fait plaisir parce qu'elle est drôle, etc. Mais est-ce que si on la retire du film, est-ce que ça change la nature du film ? Est-ce que si on la garde, est-ce que ça élève le film ? Donc voilà, il y a un tri naturel qui se fait. Et en réalité, après, les questions de choix vraiment, vraiment difficiles à faire, elles tournent autour de 2-3 séquences. Oui. Donc là, effectivement, encore une fois, on s'entoure d'un groupe, d'une troupe même, de confiance, et les choix se font comme ça. La couleur de l'image, c'est des choses dans lesquelles vous impliquez, la colorimétrie. Vous êtes sensible à ça également ? Oui, bien sûr. Oui, il faut donner la façon dont vous racontez votre film, ça donne aussi la façon à laquelle le film va ressembler, en termes de cadre, en termes de choix. Est-ce que vous serez sur pied, est-ce que vous serez à l'épaule ? Et puis, effectivement, la texture de l'image, le grain de l'image. Même le choix vous savez, il y a quelque chose que je néglige plus depuis que j'avais fait un film d'époque qui s'appelait Chocolat. C'est le choix aussi des costumes. La façon dont le costume va se marier avec le décor. Il faut essayer de penser chaque séquence comme un tableau. Si vous aimez la peinture, vous voyez bien que chez les plus grands peintres, il y a un travail sur la couleur, sur la lumière et sur la texture. Au cinéma, c'est pareil. Même si on raconte, là, pour le coup, un film très contemporain avec des séquences très ordinaires, c'est très important d'essayer de penser à ça et d'avoir un regard artistique sur le cadre et sur ce qui va le composer. Tout ça, c'est très important et c'est en plus très, très intéressant parce que ça incite à une réflexion qui souvent aboutit à des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le film une fois monté, une fois terminé, avec peut-être un peu de recul, quelques semaines à faire autre chose ? Qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Quand on est metteur en scène, on ne voit pas son film une fois terminé. D'abord, il n'est jamais terminé. Puis surtout, avant de décider que ça y est, là, on s'arrête là, on l'a vu 247 fois. Donc, je ne fais pas, encore une fois, le distinguo entre le montage final et la 87e fois. C'est un accord tacite avec la production pour dire ok, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ce film-là qu'on va montrer et qu'on va donner dans sa forme. Alors, mais le film, pour moi, il n'est jamais terminé. Je vous pose la question autrement. La première fois que vous l'avez vu dans un cinéma, peut-être avec du public, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est assez étrange parce que une des premières fois, c'était au Festival de Venise. Ouais. Donc, une compétition internationale, donc avec des gens qui viennent de tout horizon, de tous les pays. Et là, c'est intéressant de voir aussi à quel point le langage de ce film, il est universel. Et c'était un moment assez émouvant. En plus, j'étais avec mon équipe, avec tous mes acteurs, et de voir que les moments sensibles du film, ou les moments parfois un peu humoristiques, il y en a aussi, de voir à quel point ça fonctionne aussi bien avec un Italien, un Américain, un Polonais qu'avec un Français. Ça, c'était pour le coup, pour une première projection, c'était assez original et de voir comme ça que le cinéma est un art qui peut voyager à travers le monde, c'est un peu bateau ce que je viens de dire, je vous l'accorde, mais c'est toujours heureux de le constater. Qu'est-ce que vous retiendrez au final de cette belle expérience et de ce film ? Je retiens beaucoup de choses, mais ce que je retiens essentiellement, c'est que
le fait d'avoir livré un film aussi sincère et aussi intime, pour moi, c'est une nouvelle façon de voir mon travail. C'est-à-dire que il me paraît évident aujourd'hui de voir me mettre à nu davantage, pas seulement comme metteur en scène, pas seulement comme scénariste, mais aussi comme acteur, pour continuer à entretenir cette flamme. On a besoin, nous les acteurs, à chaque fois de trouver une source de motivation qui puisse, comme ça, perpétrer le désir, la passion. Et ce film est une forme de tremplin à ça, en tout cas. Il ouvre une voie. Comment ? Il ouvre une voie. Il ouvre une voie, absolument. Ouais. Voilà, j'avais besoin de ce film pour, en tout cas, entrevoir les prochaines années différemment, autrement, mais avec la même, si ce n'est plus de passion, quoi. Votre plus grande récompense, ce serait que le public retienne quoi de ce film ? C'est ce que j'ai pu voir dans les quelques villes que j'ai pu faire avec ce film. C'est ma plus belle récompense, c'est à chaque fois que quelqu'un se retrouve dans cette famille. Voilà, moi, je suis d'origine marocaine, donc je raconte l'histoire d'une famille première génération. Et quand là, on est en Vendée, la semaine dernière, j'étais à Montélimar, j'étais à Bastia en Corse, et que voir des gens se reconnaître dans cette famille, c'est ma plus belle des récompenses. Parce que pour moi, il était important de raconter la famille sans passer par le prisme culturel ou religieux. Parce que c'est un peu souvent ce que raconte le cinéma aujourd'hui, dès qu'on a des gens d'origine africaine ou nord-africaine. Et ça, pour moi, c'est quand les gens évoquent ça en disant « j'ai reconnu ma famille », ça m'émeut. Ça m'émeut parce qu'on parle le même langage, on partage les mêmes émotions. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec ce film, évidemment. Merci Roche Dizem. Merci beaucoup. T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça. Voilà, c'était notre moment d'échange avec Roche Dizem. Chiara, on y parle de Venise. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ce film, ce qu'en dit Roche Dizem ? Ah waouh, d'abord, bravo pour l'interview. C'était vraiment une très très belle interview. Donc bravo Laetitia et bravo Fabien. D'ailleurs, un petit détail technique, j'ai adoré en fait qu'on entend les petits bruits. C'est magnifique parce que j'avais l'impression d'être là, d'avoir physiquement une place à côté de vous dans la salle d'enregistrement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et dans l'interview elle-même, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup une histoire de poupée russe, en fait, dans ça. Parce que c'est vrai que les histoires, je pense qu'on raconte, même si on dit que c'est des histoires inventées, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le cas spécifique, mais même quand on dit qu'elles sont inventées, elles parlent toujours de nous. Et là, c'est vraiment... C'est pas juste le fait qui raconte que, je pense, parle de lui, mais c'est aussi la manière dans laquelle il raconte la vie de recréer une famille pour parler de sa famille sur laquelle il n'avait pas trouvé une autre manière de parler. Et il y a toutes ces histoires de créer des liens, de recréer quelque chose pour la refaire quelque part. C'est ça qu'il m'a transmis. Et du coup, il m'a transmis tellement de tendresse, d'envie de comprendre les dynamiques qui se forment entre les membres d'une famille, comment on peut les refaire, comment on peut mieux les interpréter, comment on peut aussi les réécrire.
Et là, j'y ai retrouvé aussi quand il dit, mais moi, je n'aime pas écrire seul, j'ai besoin d'écrire avec quelqu'un d'autre. Il y a ce besoin d'être entouré par quelqu'un, d'avoir de compagnons de route, de recréer sa famille à chaque moment où il fait quelque chose. C'est peut-être un écho aussi de son histoire personnelle, ce besoin de retrouver un nid chaud, familial, dans lequel on est bien et on peut réécrire son histoire. Et enfin, Chiara, tu voulais partager avec nous 2 films coup de cœur ce mois-ci. Les 2 films dont je voulais vous parler, c'est le premier, ça s'appelle Aucun ours, réalisé par Jafar Panahi. C'est un metteur en scène iranien. Et ce film a gagné par ailleurs le prix spécial du jury du Festival de Venise. Jafar Panahi, peut-être vous le connaissez parce qu'il a fait Taxi Tehran, un film qui est assez connu. Et en fait, il a une particularité dans ses films, c'est que lui, il est réalisateur, mais aussi il joue dans le film. En fait, il s'auto-met en scène et on le voit pas forcément beaucoup dans le film, comme par exemple dans Taxi Tehran, on voit les personnages qu'il rencontre. Il y a une espèce de double lecture. Et là, dans ce film aussi, il y a ces doubles lectures que je trouve très intéressantes. Parce qu'en fait, c'est l'histoire, pour vous la faire bref, d'un metteur en scène, lui justement, qui va dans un village iranien proche de la frontière avec la Turquie pour filmer à distance une histoire d'amour. Toute sa troupe est en Turquie et est en train de réaliser les films. Et lui, il les dirige depuis la frontière. Pourquoi ça ? C'est parce que, et ça fait partie de l'histoire vraie, Jafar n'a pas le droit de sortir de son pays, parce que les films qu'il fait ne sont pas acceptés par son gouvernement. Donc en fait, il est, je ne sais pas comment dire en français, arresté domiciliare, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir du pays en fait. Il est assigné à résidence. Voilà, assigné à résidence. Donc, lui, il veut quand même faire ce film en Turquie. Toute sa troupe peut passer la frontière, mais pas lui. Et du coup, lui, avec son PC, avec une petite connexion Internet, essaye de diriger les acteurs qui sont de l'autre côté. Et ce fait-là, plus le fait que les acteurs qui sont en train de jouer cette histoire, en fait, jouent leur propre histoire, ça donne un effet de... là aussi, là encore une fois, de poupée russe. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de filmer quelqu'un d'autre, qui est en train de raconter une histoire qui n'est pas vraiment une histoire, mais qui est la sienne, et le metteur en scène aussi. Bref, c'est assez imbriqué, mais du coup, tu ne sais plus où est réalité et fiction. L'Iran est une société de culture, ils ont toujours été tournés vers les arts, le cinéma, ça a toujours été un moyen d'expression, peut-être encore plus d'ailleurs en ce moment. Mais je trouve qu'il propose des choses incroyables. Le film s'appelle donc Aucun ours de Jafar Panahi et c'est actuellement sur les écrans en France. Autre coup de cœur dont tu voulais nous parler, c'est un film bolivien, je crois, Outama, La Terre oubliée, un film sorti en France en mai dernier. Il est donc à présent disponible en VOD. Un film réalisé par Alejandro Layosa Grissi. Tu as été subjugué, Chiara, par la beauté des images. Mais qu'en est-il de l'histoire ? Ça raconte quoi ce film ? L'histoire n'est pas tellement une histoire complexe, c'est une histoire d'amour entre deux anciens, deux personnes âgées, sur les hauts plateaux de la Bolivie. Mais en fait, on se retrouve visuellement dans un film qui clairement est fait par un photographe. Donc, très esthétique. C'est très esthétique, parce qu'on est dans l'immensité des hauts plateaux boliviens où il y a le silence, le vent, le sable, les oiseaux, des gouttes d'eau, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très visuel et aussi très sonore, dans le sens qu'il y a peu de dialogues, et les dialogues sont assez basiques, mais il y a toute une sonorité qu'on perçoit dans le silence immense de ces hauts plateaux. Ça commence en fait avec une respiration très profonde, très, très grave du personnage principal, parce qu'il a un problème de respiration. Et en fait, cette respiration nous accompagne, on l'entend vraiment, c'est
comme ça pendant tout le film parce que sa maladie s'aggrave et au milieu de tout ça, il y a les petits sons quotidiens. Je sais pas, une cuillère qui cloche contre une assiette, un oiseau qui fait un petit bruit le matin, les gouttes d'eau qui sortent du puits et qui à un moment donné ne sort plus parce qu'en fait tout le thème du film c'est la sécheresse, comment la sécheresse due au réchauffement climatique ne permet plus à ces populations de vivre dans les terres où ils sont nés et ils ont vécu pendant des générations et des générations, donc ils sont poussés à migrer vers les villes parce que à cause du manque d'eau il ne peut plus survivre dans les hauts plateaux. Et donc, en fait, aussi, c'est le bruit de ces gouttes elles sont très espacées, les gouttes, au début du film, et après, il n'y en a plus. On entend aussi le bruit vous savez, pour mettre en route un puits, il y a une espèce de levier, donc qu'il faut bouger. Et en fait, il est tellement rouillé, et on entend ce bruit de rouillage au milieu de ce silence incroyable. Bref, ça m'a beaucoup émue parce que, encore une fois, je trouve que les sons sont sous-estimés dans notre société actuelle parce qu'on est beaucoup plus visuel. Et si on combine le visuel auquel on est habitué avec une attention particulière au son, ce qui est permis dans ce film, on a un effet extraordinaire. Qui m'a beaucoup passionné. Voilà. Et le film s'appelle donc Utama, la terre oubliée, un film que vous pouvez trouver actuellement en VOD. Merci Chiara d'être passée par la Grande Plage ce mois-ci. Merci Laetitia, on peut retrouver ta très belle interview de Roche Dizem d'ailleurs en images sur le site lagrandplage.fr. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. À très vite. Ciao, ciao.